Hebdomadaire de Sans Filtre, notre émission où nous décryptons l'actu nationale et internationale. Vous pouvez nous retrouver en direct sur les comptes Facebook, Twitter et YouTube, et vous pouvez bien entendu réagir avec le hashtag Sans Filtre à cette interview. Ce soir, pour ce troisième rendez-vous, je reçois Nadejda Silanina. Bonsoir Nadejda. Bonsoir Nicolas. Donc Nadejda, vous êtes à Debout la France depuis 2014. Vous êtes arrivé pendant les élections européennes de 2014, vous avez participé aux élections régionales de 2015, aux élections législatives de 2017, vous êtes délégué national à l'assimilation républicaine et vous êtes d'origine russe, ce qui prend tout un sens sur cette délégation nationale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots par rapport à cette mission que vous avez à Debout la France? Bonsoir chers amis de Facebook de Debout la France, mes followers sur Twitter, sur mon compte Twitter, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Et justement, je suis très heureuse d'être responsable de cette délégation de l'assimilation républicaine, d'autant plus je suis d'origine étrangère, je suis née en Russie, à Moscou, ça fait 20 ans que je vis en France. Et je me sens pas seulement intégrée, mais assimilée. J'aime la France plus que tout. Et chez nous, chez Debout la France, nous sommes pour l'assimilation républicaine parce que l'intégration, ça suffit pas. C'est bien, mais il faut pas lâcher nos efforts. Et il faut récupérer tout ce qui était en abandon pendant les 40 dernières années, parce que en France, pendant un siècle, une génération devenait française. Les Polonais, les Italiens qui venaient au début du siècle travailler en France, leurs enfants devenaient français, parlaient français, ils aimaient la France, ils étaient fiers d'être français. D'accord, très intéressant. Donc cette distinction entre intégration et assimilation, où Debout la France est plus sur le modèle d'assimilation républicaine. Donc ce soir, 3 débats, 3 thèmes. Tout d'abord, acte 11 des Gilets jaunes, encore une mobilisation très soutenue à Paris, mais aussi surtout en province. On a vu des villes comme Évreux, comme Rouen, comme Quimper dans le Finistère, où il y a eu une vraie mobilisation des Gilets jaunes et c'était pas passé dans les actes précédents. Alors, que dire de cet 11e samedi de mobilisation? Où est-ce qu'on en est pour vous de cette mobilisation des Gilets jaunes? Écoutez, moi, je suis vraiment ravie et je suis heureuse que cette mobilisation est toujours très forte et que c'est vraiment ancré sur tout le territoire national en France, bien que sur les champs de formation continue en direct le montre pour la plupart du temps Paris, mais on sait bien que la mobilisation est forte et surtout, ce qui est très important, qu'il y a toujours le soutien de la population française envers cette mobilisation, envers les revendications des Gilets jaunes, parce que en fait les Gilets jaunes c'est nous par procuration, voilà. Ce sont les délégués, ce sont les porte-paroles du peuple français et nous sommes tous concernés par cette politique sociale et économique qui nous a été imposée avec le gouvernement de Macron. Dans le dernier sondage, encore plus de 60% de soutien, malgré tout ce qu'on peut voir sur la propagande, sur les médias et autres. Donc 60% de soutien, c'est encore massif, malgré tout ce qui est fait. Les Français continuent à soutenir les Gilets jaunes. Oui, les Français continuent à soutenir et vraiment, dans d'autres pays, ils sont fiers des Français, de nous, de ce mouvement, et ce mouvement commence aussi à se répandre dans d'autres pays européens, et il y a même le slogan les Gilets jaunes de tous les pays, unissez-vous. Tout à fait. Malheureusement, encore une fois, cette mobilisation a été marquée par des violences des deux côtés, mais aussi la blessure de Monsieur Rodriguez, avec, il semble, un tir de flashball à la tête. Encore beaucoup de blessés graves, un militaire aussi qui sortait d'un restaurant à Montpellier, qui a été touché en pleine tête. Qu'est-ce qu'on doit penser aussi de ces violences policières et de manière générale de ces violences qui émaillent les différentes manifestations samedi après samedi? Déjà, je veux témoigner mon soutien à tous les blessés. Il y a presque 2000 blessés et victimes. Vraiment, on n'a pas vu ça depuis la guerre d'Algérie en France, un tel taux de violence et de répression et de victimes.
il faut se poser la question vraiment parce que la police en France était toujours renommée par une bonne organisation d'encadrement des mouvements sociaux, des manifestations. Et là, depuis quelques mois, pour moi, c'est peut-être depuis que M. Castaner est devenu le ministre de l'Intérieur, c'est devenu le problème politique. Parce que les policiers exercent des ordres qu'on leur donne. C'est pas les policiers qui se sont désorganisés en quelques mois. Voilà, la question, elle est plutôt des consignes. Oui, voilà, et on se demande, est-ce que c'est aussi instrumentalisation en même temps de violence par M. Castaner, remonter la population contre les forces des ordres? Je pose vraiment les questions, mais vraiment, on n'a pas vu un tel acte de violence envers les manifestants dans aucun pays européen. J'ai pas remarqué ça. C'est vraiment dangereux et très inquiétant. Et donc la question quelle est la position par rapport à M. Castaner en lui-même? Est-ce qu'il doit partir? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Est-ce qu'il faut une commission d'enquête? Alors, aujourd'hui, j'ai entendu M. Macron vanter qu'il veut restaurer l'ordre dans le pays, que les Français aspirent à l'ordre, mais il y a deux poids, deux mesures, parce que pourquoi il n'y a pas de répression envers les casseurs, tandis qu'on sait que depuis plusieurs années, les casseurs, tout est permis, il n'y a pas de répression. Encore le 1er mai 2018, les casseurs étaient identifiés, ils étaient bloqués sur un pont. Après, on ne sait pas pourquoi ils ont pu partir et être déployés dans la ville de Paris. Et donc, il n'y avait pas d'acte de répression, tandis que en ce qui concerne les pauvres gens, les gens sans défense, vraiment, qui ne sont pas violents, on peut les taper sans punition. Deuxième sujet d'actualité, grand débat. Ça fait 2 semaines que le président Macron a lancé ce grand débat. Ça a l'air d'être une grande opération de communication où en fait c'est des monologues de Macron envers 60 millions de Français. On pensait qu'un grand débat pouvait être 60 millions de Français qui allaient débattre, mais en fait c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt 60 millions de Français qui doivent écouter Monsieur Macron nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a tort. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que vous en pensez de ce grand débat? C'est très malin, une opération très intelligente, très réussie de la part de la Macronia. Donc des heures et des heures sur l'antenne aux frais de contribuables. Il prépare sa campagne électorale. Il prépare son terrain, voilà, et donc on sait bien comment sont organisés ces débats. Ceux qui participent sont bien choisis, les questions aussi bien choisies, les mauvaises questions qui sont mal placées sont écartées. Vous vous rappelez peut-être la maire de la ville de Montauban quand il a parlé de problèmes d'immigration qui ne font pas partie d'ailleurs des questions des débats, tandis que c'est la question primordiale, la question de migration, elle a été huée, c'est vraiment la honte. Et donc c'est une opération de la communication, une mascarade, et je pense que les Français sont pas dupes. Tout simplement, il prépare sa campagne électorale européenne. Mais on voit quand même que certaines lignes sont en train de bouger. Hier, Richard Ferrand a dit qu'il était prêt à bouger sur les 80 km/h route par route. Ce matin ou hier soir, Bruno Le Maire a aussi annoncé ne pas être totalement contre une baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Est-ce que les choses bougent un peu ou est-ce que c'est que de l'esbrouf ou est-ce que c'est que de la communication? Je pense qu'ils seront obligés à faire quelques concessions et ils vont céder un peu, mais ils n'ont pas le droit de lâcher parce que la politique économique et sociale dans notre pays se trouve sous la tutelle de Bruxelles et ils ne pourront pas lâcher. Donc voilà, il faut faire quelques concessions, mais ils vont pas résoudre les problèmes essentiels. C'est le pouvoir d'achat, c'est les taxes, c'est les retraites, c'est les salaires bas. Non. Ce qu'il faut, c'est le référendum de l'initiative citoyenne. C'est ce que chaque samedi, les Gilets jaunes revendiquent, mais c'est le point mort. Référendum d'initiative citoyenne qu'on défend de la France depuis 2012, mais au début de la mobilisation, Édouard Philippe a dit qu'il était plutôt ouvert sur le référendum d'initiative citoyenne, mais là on voit bien que la porte est désormais totalement fermée. Vous pensez qu'il n'y aura aucune avancée sur ce sujet de la démocratie directe et pour que les citoyens reprennent vraiment le pouvoir. Sur ce côté-là, vous pensez que c'est totalement bloqué du côté du gouvernement? Non, on a proposé même chez Debout la France plusieurs référendums et sur l'immigration et sur l'initiative citoyenne, mais
notre gouvernement, ceux qui nous gouvernent, ils ont peur de peuple, de la voix de peuple. Et je pense que depuis 2005, on n'a eu aucun référendum en France. C'est clair. Et juste pour le programme de Debout la France pour les européennes, ça sera le référendum d'initiative citoyenne sera dedans. Est-ce que ça continuera à faire partie des choses qu'on va défendre à Debout la France? Effectivement, absolument, parce que nous, c'est la voix de peuple qui compte. C'est donc le référendum d'initiative citoyenne, c'est quelque chose comme le socle de notre programme. On est quand même obligé d'en parler. Dimanche, mobilisation des foulards rouges, donc les macronistes ont essayé de se mobiliser. On peut dire un gros bide, 2000 personnes, même si la préfecture a dit 10 000, on a l'impression qu'ils ont fait l'inverse avec les gilets jaunes, c'est-à-dire que là, ils comptent à la hausse. Principalement des personnes âgées, principalement des chefs d'entreprise. On voit que c'est le cœur de la Macronie qui s'est mobilisé. Qu'est-ce qu'on peut penser aussi de ces foulards rouges? Est-ce qu'il y a une vraie mobilisation de la majorité silencieuse? Ou c'est plutôt... Et pour moi, c'était pathétique. Bon, c'était toujours à Paris, seulement à Paris. On a vu plutôt des personnes âgées, des retraités aisés, qui n'étaient pas obligés de prendre la voiture pour venir à Paris. Il fallait juste prendre l'ascenseur de leurs immeubles et des appartements parisiens. C'était une agréable promenade et peut-être ils pensaient, je ne sais pas, que c'était dans leur tête, répéter un peu ce qui était dans 1968, mais bon, c'était un vide, comme vous avez dit, complètement, et bon, c'était combien, 3 à 5 000 personnes, ça prouve que quand même, la confiance envers Macron est très basse. Elle est plus là. Et puis dernier point sur cet aspect des Gilets jaunes, on a vu cette liste des Gilets jaunes qui veut se monter avec Ingrid Levavasseur qui fait la tournée de tous les plateaux et en particulier celui de BFM. Il semble avoir une vraie stratégie de promotion de cette liste pseudo-Gilets jaunes. Pareil, qu'est-ce qu'on peut en penser? Est-ce qu'elle est, comme on l'entend, comme on le sous-entend, est-ce qu'elle est vraiment téléguidée par l'Élysée pour affaiblir aussi bien le mouvement des Gilets jaunes que les listes Front National, la France Insoumise et Debout la France pour ces européennes? Mais c'est évident que cette liste des Gilets jaunes a été téléguidée par l'Élysée justement pour affaiblir les listes de l'opposition, de Rassemblement National, de Debout la France. Et j'ai écouté il y a quelques jours Ingrid sur le plateau de l'ICI et donc Benjamin Cochu lui a posé plusieurs fois la même question. Vous êtes pour l'Europe des nations ou pour l'Europe fédéraliste? Elle n'était pas capable de répondre à cette question. Je pense qu'elle est complètement dépassée et ne sait même pas de quoi il s'agit. Donc, il sera à la tête de liste sans comprendre qu'est-ce que c'est la politique, qu'est-ce que c'est l'Europe. Et bien sûr, derrière elle, sur la liste, il y aura des anciens socialistes, des macronistes. Et puis aussi, il faut se méfier parce qu'il a dit qu'il y a Bernard Tapie qui est donc très favorable voilà, pour les soutenir moralement. Mais bon, quelqu'un qui a le casier judiciaire comme Bernard Tapie, chaque élection, il fait son liste au détriment d'un candidat éligible. Voilà. Et c'est un bon point que vous soulevez, c'est la question du programme pour ces européennes. C'est quand même des élections assez importantes. L'Europe est quand même un sujet fondamental où beaucoup de choses sont décidées européens. Il y a besoin d'avoir une clarté sur ce qui est défendu par les différentes listes. Voilà, nous on a un programme aux Amoureux de la France, à Debout la France pour ces élections. Voir les gilets jaunes, des pseudo-gilets jaunes monter une liste pour même pas défendre, pour ne rien défendre, juste défendre une marque gilet jaune, ça pose vraiment une question et j'espère qu'il y aura une clarification qui sera apportée dans les semaines et que les électeurs ne se font pas duper. Parce que c'est ça le vrai risque. Le vrai risque, c'est que après la présidentielle, où on a quand même tous la sensation de s'être fait un peu voler l'élection, on n'a pas eu un vrai débat et on a eu la présidentielle qu'on a connue. Voilà. On va pas se refaire voler les élections de 2019 sur les européennes.
Oui, déjà, elles doivent trouver le financement, voilà, et je suppose qu'il y aura pas mal de sponsors qui vont trouver un financement assez généreux. Mais après, est-ce que ce financement sera légal? Est-ce que M. Macron va répéter deuxième fois sa campagne électorale maintenant par le filial des Gilets jaunes? On va se poser la question. Je pense que quand même, les vrais Gilets jaunes, tous ces gens-là qui sont vraiment dans le besoin, qui sous la pluie, sous la neige, sortent tous les samedis sur les ronds-points, sur les places centrales, ils sont pas dupes, ils vont vite comprendre que cette liste, il ne les représente pas. C'est vrai, c'est vrai. On espère tous que la clarification aura lieu, et puis surtout on espère qu'il y aura une vraie mobilisation de tous ces gilets jaunes qui sont souvent éloignés du vote, et que ça permette aussi en mai 2019 que tout le monde retourne voter, et c'est quand même la meilleure arme que tout le monde a aujourd'hui. C'est très important. Oui. Dernier thème, on passe à l'actualité un peu plus internationale. Il y a une crise au Venezuela, avec deux présidents, une situation un peu incompréhensible et inextricable. D'un côté, le président Maduro, élu il n'y a pas si longtemps, légitimement reconnu par la communauté internationale. De l'autre côté, Juan Guaidó, président de l'Assemblée nationale qui s'est autoproclamé président en raison d'une supposée vacance du pouvoir. D'un côté, les États-Unis et certains pays européens qui reconnaissent Juan Guaidó, alors que de l'autre côté, la Russie, la Chine, la Turquie. Comment est-ce qu'on peut regarder tout ça? Comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre tout ça? C'est assez obscur, assez complexe. Écoutez, pour moi, c'est quand même ahurissant parce que c'est un État souverain, donc Maduro. Bon, Venezuela, c'est un pays riche. Il y a du pétrole, mais je pense que ça a été mal géré. Maduro a été élu d'une façon légale et donc la communauté internationale a approuvé la victoire de Maduro. Bon, maintenant, il y a une crise sociale et économique terrible, très profonde. Mais il ne faut pas penser que Maduro est isolé parce que de son côté, il y a les couches populaires les plus pauvres qui ont reçu quand même après son élection quelques mesures favorables sociales, et puis aussi il y a l'armée de son côté. Et puis il faut toujours aspirer à un dialogue parce que les Vénézuéliens c'est un peuple souverain et ils n'ont pas besoin de la démocratie apportée des États-Unis. On sait toujours que la démocratie qui a été apportée des États-Unis dans les pays de l'Amérique latine, d'ailleurs ces pays-là sont très patriotes et n'aiment pas l'ingérence extérieure. Oui, donc c'est ça qui est derrière. Là, voilà. On a plus l'impression que c'est une petite résurgence de la guerre froide et les influences étrangères derrière, avec une tentation d'un changement de régime de la part de certains pays. Et la France, elle ne joue plus son rôle comme sixième puissance mondiale. Elle doit toujours consulter ses partenaires européens, trouver le consensus pour se prononcer et après s'aligner sur la politique des États-Unis. Donc il y a le danger qu'il y aura de nouveau deux blocs, les États-Unis, l'Union européenne et la Russie, la Chine, la Turquie et l'Iran. Et pour nos intérêts, pour les intérêts de la France, c'est pas bien. D'ailleurs, c'était une des remarques qu'on a tous vues, c'est que la première réaction du gouvernement français, ça a été non pas d'avoir une position, mais de dire qu'on consultait nos partenaires avant de décider quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que serait une position gaulliste dans cette crise, dans cette situation? Mais parce que Macron il n'est pas gaulliste, voilà. Vous imaginez général de Gaulle consulter avant de prendre la décision, c'était la France était grande à l'époque. Et là, c'est vraiment on joue avec le feu parce que il faut trouver un médiateur. D'ailleurs, je sais que la Russie s'est proposée être médiateur dans ce conflit intérieur au Venezuela, et je pense qu'il faut mener les pourparlers, les positions avec le président légal, et avec les pourparlers, on peut toujours trouver une issue. Très clair. Merci Nadejda pour cet entretien. Donc Sans filtre, vous nous retrouvez la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle personnalité des amoureux de la France, continuer à décrypter l'actu nationale et l'actu internationale. Et en attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Vous pouvez bien entendu réagir à l'émission sur Sans filtre, nous envoyer les questions que vous voudriez qu'on aborde ou les thèmes. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, lundi, 19h30. Merci Nicolas, merci.